Dans un hôtel de luxe, un garçon fait une crise sensorielle pendant que son père milliardaire l'observe, impuissant. Une simple fille ignore le chaos et souffle des bulles de savon au milieu de la scène. À cet instant, un pont commence à se former entre deux mondes qui ne s'étaient jamais croisés. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un j'aime, il aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le marbre du hall de l'hôtel Ritz Paris reflétait les lumières dorées des lustres en cristal lorsque le premier cri retentit dans l'atmosphère. Édouard André se trouvait sur la mezzanine supérieure, observant le va-et-vient des clients à travers la baie vitrée de sa suite présidentielle, lorsqu'il entendit le son qui lui glaçait toujours le sang. C'était Gabriel. Son fils, de 8 ans, faisait une autre crise. En bas, au centre du hall luxueux, le garçon se débattait sur le sol froid, ses petites mains couvrant ses oreilles avec désespoir. Ses cris transperçaient l'atmosphère comme des lames, coupant court aux conversations, paralysant les employés, faisant s'écarter les clients avec des regards d'incompréhension et de jugement. Édouard serra les poings contre la vitre, sentant l'étau familier lui serrer la poitrine. 3 agents de sécurité entouraient déjà l'enfant, mais aucun ne savait quoi faire. Comment aurait-il pu le savoir? Même lui, le père du garçon, ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait dans l'esprit de son fils. Gabriel balançait son corps d'avant en arrière, ses cheveux bruns collés à son front en sueur, ses yeux verts fermés avec force, comme s'il essayait de se déconnecter du monde qui l'entourait. Édouard connaissait bien cette scène. Elle s'était déjà produite dans des restaurants, des centres commerciaux, dans l'école privée la plus chère de Paris. Toujours le même sentiment d'impuissance, toujours la même question qui martelait dans sa tête. Où avait-il échoué en tant que père? L'homme d'affaires descendit les escaliers de marbre à grandes enjambées, son costume italien impeccable, contrastant avec l'angoisse peinte sur son visage. À 42 ans, Édouard André contrôlait un empire qui s'étendait du bâtiment à la technologie, mais il était là, une fois de plus, complètement perdu face à la douleur de son propre fils. Les employés de l'hôtel le saluaient avec déférence à son passage, mais il les remarquait à peine. Toute son attention était concentrée sur le petit garçon qui se tordait sur le sol, hurlant contre des sons que lui seul pouvait entendre. « S'il vous plaît, gardez vos distances », murmura Édouard au curieux qui commençait à s'attrouper. Sa voix était rauque, chargée d'un mélange d'autoritarisme d'entreprise et de désespoir paternel. Il s'agenouilla à côté de Gabriel, tendant les mains, mais sans le toucher. Il avait appris à ses dépens que, pendant les crises, le contact pouvait tout empirer. « Gabriel, papa est là. Tout va bien, mon fils. » Mais tout n'allait pas bien. Gabriel continuait de crier, se balançant plus intensément, les larmes coulant sur son petit visage rouge. Édouard regarda autour de lui, désespéré, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui puisse aider. C'est alors qu'il remarqua une fillette qui s'approchait. Elle devait avoir une dizaine d'années, avec de longs cheveux bouclés attachés en une simple queue de cheval, vêtue d'un uniforme scolaire un peu trop grand pour son corps frêle. Elle marchait vers la scène avec un calme qui contrastait totalement avec le chaos ambiant. L'un des agents de sécurité tendit le bras pour lui barrer le passage, mais elle l'ignora complètement, l'esquivant avec l'agilité de quelqu'un qui connaissait bien ses couloirs. « Fillette, éloignez-vous, s'il vous plaît », dit Édouard d'une voix ferme, mais elle ne le regarda même pas. Au lieu de cela, elle s'assit par terre à quelques mètres de Gabriel, croisa les jambes et sortit quelque chose de la poche de son sac d'école. C'était un petit flacon contenant un liquide transparent et une paille en plastique coloré. Édouard allait protester à nouveau lorsque la fillette se mit à souffler. De petites bulles de savon commencèrent à flotter dans l'air, captant la lumière des lustres et créant de petits arcs-en-ciel qui dansaient doucement dans le hall. C'était un spectacle simple, presque ridicule dans cet environnement 5 étoiles. Mais il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont les bulles montaient et descendaient, chacune suivant sa propre trajectoire silencieuse. L'une des bulles descendit lentement et toucha les baskets All-Star rouges de Gabriel. Le garçon cessa instantanément de crier. Ses yeux verts s'ouvrirent, se fixant sur la petite sphère iridescente qui se posait sur son pied avant d'éclater doucement. Le silence qui s'installa dans le hall
fut presque assourdissant après les cris qui avaient résonné quelques minutes plus tôt. Gabriel baissa lentement les mains de ses oreilles, comme s'il testait si le monde était redevenu un endroit sûr. D'autres bulles flottaient maintenant autour de lui, certaines éclatant seules dans l'air, d'autres se posant délicatement sur le marbre avant de disparaître. Le garçon s'assit sur le sol hypnotisé, suivant du regard chaque mouvement des sphères transparentes. Édouard resta immobile, observant son fils se calmer d'une manière qu'il n'avait jamais réussi à provoquer. Qui était cette fillette? Comment savait-elle quoi faire? Il se sentait à la fois reconnaissant et humilié. Reconnaissant parce que Gabriel allait bien, humilié parce qu'une enfant de 10 ans avait résolu en quelques secondes un problème que lui, un homme qui prenait des décisions millionnaires chaque jour, ne parvenait pas à résoudre depuis des années. La fillette continua de souffler des bulles pendant quelques minutes encore, jusqu'à ce que Gabriel sourit pour la première fois de l'après-midi. Un petit sourire presque imperceptible mais sincère. Quand elle rangea enfin le flacon et se leva, le garçon la suivit du regard, comme s'il craignait que la magie ne disparaisse avec elle. « Merci », dit Édouard en se relevant également. Sa voix était plus basse maintenant, presque un murmure. « Je ne sais pas comment vous remercier. » La fillette l'étudia un instant avec des yeux sombres et intelligents, une maturité étrange pour son âge brillant dans ce regard. « Il avait juste besoin d'une fenêtre, » dit-elle simplement, comme si cela expliquait tout. « Une fenêtre. Quand l'esprit devient trop bruyant, il faut ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air. Ma grand-mère me l'a appris. » Elle regarda Gabriel, qui était toujours assis par terre, observant les dernières bulles éclater dans l'air. Il ne faisait pas un caprice, il étouffait. Édouard sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mélange de reconnaissance et de douleur. Étouffait. Le mot résonna dans son esprit, tandis qu'il observait son fils, maintenant calme, mais encore visiblement épuisé. Combien de fois Gabriel s'était-il senti ainsi? Combien de fois avait-il interprété les appels à l'aide désespérés du garçon comme une simple désobéissance? « Comment t'appelles-tu » demanda Édouard. « Marine » répondit la fillette en ajustant son sac à dos. « Ma mère travaille ici, elle s'occupe du nettoyage des étages supérieurs. » C'est alors qu'Édouard remarqua une femme qui s'approchait précipitamment. Elle devait avoir environ 35 ans, les cheveux attachés en un chignon pratique et vêtue de l'uniforme bleu marine de l'hôtel. Son visage montrait un mélange de soulagement et d'inquiétude alors qu'elle se dirigeait vers eux. « Marine, ma chérie, tu ne peux pas partir, en courant comme ça. » La femme s'arrêta en voyant Édouard, et son expression devint respectueuse, mais il y avait de la fermeté dans sa voix. « Excusez-moi, monsieur André, je lui avais demandé de m'attendre dans le vestiaire pendant que je terminais mon service. »« Vous n'avez pas à vous excuser, madame Constance. Constance Dubois. » Édouard lui tendit la main pour la saluer, un geste qui surprit la femme. Les hommes d'affaires de son rang saluaient rarement le personnel de nettoyage. « Votre fille vient de faire quelque chose d'extraordinaire, madame Dubois. Elle a aidé mon fils quand je n'y arrivais pas. » Constance regarda Gabriel, qui essayait maintenant de se relever du sol avec des mouvements encore un peu tremblants. Ses traits s'adoucirent avec compréhension. « Le petit a-t-il de l'autisme » Le mot frappa Édouard comme un coup de poing. Autisme. C'était la première fois que quelqu'un le prononçait à voix haute en présence de Gabriel, et pour une raison quelconque, venant de cette femme simple, cela ne sonnait pas comme un diagnostic froid ou une sentence. Cela sonnait comme de la compréhension. Les médecins disent qu'il a quelques difficultés. Sensorielles, répondit Édouard, choisissant ses mots avec soin. Il avait encore du mal à accepter complètement le diagnostic qu'il avait reçu 6 mois plus tôt. Ma belle-mère avait un frère comme ça, dit Constance gentiment. Des gens spéciaux, disait-elle. Ils voient le monde différemment de nous. Marine tira sur la manche de sa mère. Maman, il aime les bulles. Et peut-être qu'il aime dessiner aussi. Je peux apporter mon cahier la prochaine fois? Ma chérie, ce n'est pas si simple. La prochaine fois, interrompit Édouard, une idée commençant à germer dans son esprit. Constance parut mal à l'aise. Monsieur André, je ne veux pas vous déranger. Marine reste parfois ici après l'école quand il n'y a personne pour la garder à la maison, mais je peux prendre d'autres dispositions? Non. Édouard parla plus vite qu'il ne l'avait prévu, se surprenant lui-même. En fait, j'aimerais vous faire une proposition. Il regarda Marine, qui l'observait avec curiosité, puis Constance.
Pourriez-vous venir chez moi? Peut-être 2 fois par semaine. Je vous paierai le double de votre salaire actuel, Madame Dubois. La femme fronça les sourcils, confuse. Pour faire quoi, monsieur? Édouard regarda Gabriel, qui était maintenant debout, jouant distraitement avec le cordon de son propre manteau, mais attentif à la conversation. Pour enseigner. M'enseigner ce que vous savez sur l'ouverture des fenêtres. Marine sourit. Un large sourire qui illumina son visage. Je peux apporter mon cahier de dessin? Ma chérie, commença Constance, mais Édouard hocha la tête. Bien sûr, tu peux apporter tout ce que tu veux. Constance hésita, clairement partagée entre le besoin financier et l'étrangeté de la situation. Édouard André était connu à Paris non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa personnalité contrôlante et perfectionniste. Pourquoi demanderait-il de l'aide à une fillette de 10 ans? Je dois réfléchir, monsieur André. Maman, dit Marine à voix basse, mais avec détermination. Il a besoin de nous, et Gabriel aussi. Édouard observa l'interaction entre la mère et la fille, réalisant qu'il y avait une sagesse naturelle chez cette fillette qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Gabriel s'approcha lentement de lui et tira sur sa manche. « Papa, » murmura le garçon, « elle a fait voler les bulles. »« Oui, mon fils, elles étaient jolies. » Édouard s'agenouilla pour être à la hauteur de Gabriel. « C'est vrai, ça t'a plu ?» Le garçon hocha timidement la tête. « Je peux voir d'autres bulles demain. » Le cœur d'Édouard se serra. Cela faisait si longtemps que Gabriel ne s'était pas intéressé à quelque chose, qu'il n'avait rien demandé d'autre que d'être laissé en paix. « Oui, mon fils, si Marine et Madame Dubois veulent bien nous rendre visite, tu pourras voir d'autres bulles. » Marine regarda sa mère avec des yeux suppliants. « S'il te plaît, maman, juste 2 fois par semaine ?» Constance soupira, mais Édouard put voir que sa résistance faiblissait. « D'accord, » dit-elle finalement. « On peut essayer. » Alors qu'ils se dirigeèrent vers la sortie de l'hôtel, Édouard se retourna une dernière fois pour voir Gabriel, qui observait l'endroit où les bulles avaient flotté, comme s'il pouvait encore les voir danser dans l'air. Pour la première fois depuis longtemps, son fils ne semblait pas fuir le monde. Il semblait essayer de le comprendre. Cette nuit-là, dans son Penthouse de Saint-Germain-des-Prés, Édouard resta éveillé en pensant aux mots que Constance avait utilisés, « spécial ». Avait-il passé tout ce temps à essayer de réparer quelque chose qui n'était pas cassé? Se pourrait-il que Gabriel n'ait pas besoin d'être guéri, mais simplement compris? Par la fenêtre de son bureau, Édouard observait les lumières de Paris briller dans l'obscurité. Demain, 2 personnes qu'il connaissait à peine viendraient chez lui pour lui apprendre quelque chose sur son propre fils. L'idée aurait dû le déranger. Il avait toujours été le genre d'homme qui contrôlait toutes les situations, qui avait des réponses à tout. Mais étrangement, il se sentait plein d'espoir. Peut-être était-il temps d'apprendre à faire des bulles. L'hôtel particulier d'Édouard André à Neuilly-sur-Seine était une démonstration silencieuse de pouvoir. Des grilles en fer forgé protégeaient un jardin méticuleusement entretenu, où chaque arbre semblait avoir été choisi pour impressionner. Constance serra plus fort la main de Marine lorsque le portail électrique s'ouvrit automatiquement, révélant une allée de pavés parisiens menant à l'entrée principale. « Maman, c'est comme un château », murmura Marine, les yeux écarquillés devant la façade en marbre travertin qui se dressait imposante devant elle. Constance hocha la tête en silence, se sentant petite face à tant de luxe. Elle avait déjà nettoyé de grandes maisons, mais n'avait jamais été accueillie par l'entrée principale en tant qu'invitée. Édouard les attendait sur le pas de la porte, vêtu d'une chemise bleu clair et d'un pantalon de tailleur, mais il y avait quelque chose de différent en lui aujourd'hui. Il paraissait moins imposant, plus humain. C'était peut-être la façon dont il jouait nerveusement avec ses clés, ou la manière dont il regardait anxieusement derrière lui, comme s'il craignait que Gabriel ne puisse apparaître à tout moment dans une nouvelle crise. « Bonjour, Madame Dubois, Marine », salua-t-il, leur serrant la main avec courtoisie. « S'il vous plaît, entrez. Gabriel est... Eh bien, il est un peu timide aujourd'hui. » L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant que la façade. Constance n'avait jamais vu un lustre aussi immense que celui qui dominait le hall d'entrée, ni des sols en marbre si brillants qu'ils reflétaient leur propre visage comme des miroirs. Marine marchait en silence, observant tout avec la curiosité naturelle d'une enfant, mais sans rien toucher. « Gabriel »
appela Édouard en montant quelques marches de l'escalier en bois. « Noble, nos invités sont arrivés. » Un mouvement presque imperceptible dans le rideau du premier étage attira l'attention de Marine. Elle put voir la petite ombre d'un enfant se cachant derrière le lourd tissu de velours bordeaux. Gabriel était là, observant, mais sans avoir le courage de se montrer. « Allons au salon », suggéra Édouard, clairement embarrassé par le comportement de son fils. « Gabriel, tu dois descendre et saluer nos invités, c'est la base de l'éducation. »« Attendez », dit doucement Marine, posant sa main sur le bras de l'homme d'affaires. Édouard la regarda, surpris. Il n'avait pas l'habitude d'être interrompu, encore moins par une enfant. « On ne construit pas une maison pendant un tremblement de terre. »« Comment ? Si la peur, le forcer ne fera qu'empirer les choses. » Marine enleva son sac à dos et s'assit sur le sol en marbre, en plein milieu du hall grandiose. « Ma grand-mère disait toujours, on ne construit pas une maison pendant un tremblement de terre. D'abord, on attend que la terre arrête de trembler. » Édouard fronça les sourcils, clairement agacé à l'idée de devoir négocier avec le comportement de Gabriel. « Marine, il doit apprendre que lorsque les gens viennent nous rendre visite... »« Monsieur André, » interrompit gentiment Constance, « peut-être pourrions-nous essayer à la manière de Marine d'abord. Elle a une bonne intuition avec les enfants. » Marine avait déjà ouvert son cahier de dessin et étalé quelques crayons de couleur sur le sol. « Je peux dessiner ici ?» Édouard hésita. Le marbre hors de prix, l'entrée principale de sa maison utilisée comme salle de jeu, tout cela allait à l'encontre de tous ses instincts d'organisation et de protocole. Mais il se souvint alors des bulles à l'hôtel, de la façon dont Gabriel s'était calmé lorsque Marine avait simplement fait quelque chose de simple et de beau. « Tu peux, » dit-il finalement, se sentant étrangement vulnérable. Marine commença à dessiner avec des traits doux et assurés. Elle dessina ce qui semblait être un poisson, avec des écailles détaillées et de petites nageoires qui paraissaient bouger même sur le papier. Tout en dessinant, elle se mit à parler à voix basse, non pas à Édouard ou à Constance, mais au rideau à l'étage. « J'ai connu un poisson une fois qui vivait, seul dans un très grand aquarium, » disait-elle sans cesser de dessiner. L'aquarium était magnifique, plein de plantes et de pierres colorées, mais le poisson se sentait très seul. Il nageait d'un côté à l'autre, cherchant quelqu'un qui comprendrait le langage des poissons. Édouard observait, fasciné, tandis que l'histoire se déroulait. Marine prit une craie bleue et la laissa rouler lentement sur le sol en marbre. La craie s'arrêta près des marches de l'escalier, là où Gabriel pourrait l'atteindre s'il ne descendait que de quelques marches. Le rideau bougea de nouveau, mais cette fois avec plus de netteté. Gabriel était clairement intéressé, mais encore hésitant. Marine continua de dessiner et de raconter son histoire, feignant de ne pas remarquer le mouvement dans l'escalier. Le poisson pensait que peut-être, s'il faisait de beaux dessins au fond de l'aquarium, un autre poisson viendrait lui rendre visite. Alors il se mit à dessiner avec des coraux colorés, faisant de jolies formes dans le sable. C'est alors qu'une petite main apparut derrière la balustrade et attrapa la craie bleue. Gabriel descendit quelques marches, se tenant encore partiellement caché, mais maintenant visible. Ses yeux verts étaient fixés sur le dessin de Marine, et il tenait la craie avec soin comme si c'était quelque chose de précieux. Le cœur d'Édouard s'accéléra. Gabriel s'approchait volontairement. Il fit un pas vers son fils, mais Marine secoua discrètement la tête, lui faisant signe de rester où il était. Gabriel descendit encore quelques marches, toujours prudent comme un animal sauvage se demandant s'il devait faire confiance aux humains en face de lui. Finalement, il s'assit sur la dernière marche et, avec des mouvements soigneux, commença à dessiner sur le marbre avec la craie bleue. « Qu'est-ce que tu dessines, Gabriel ?» demanda gentiment Marine, sans lever les yeux de son propre dessin. « Un autre poisson, » murmura Gabriel, sa voix presque inaudible, « pour que le poisson ne soit pas seul. » Marine sourit, un sourire chaleureux qui transforma complètement son expression. « Quelle bonne idée! Maintenant, ils peuvent nager ensemble. » Gabriel hocha la tête, concentré sur son dessin. Il ajouta de petits détails au poisson bleu, le faisant nager vers le poisson de Marine sur le papier. Édouard observait la scène avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Son fils, qui 2 jours plus tôt s'était effondré à l'hôtel, était maintenant assis, par terre, dessinant et parlant avec une fillette qu'il connaissait à peine. « Maintenant, il a un ami », dit Gabriel en souriant timidement à son propre dessin. « Oui, c'est vrai,
acquiesça Marine. Et tu sais ce qui est le plus cool? Quand on a un ami, c'est plus facile d'explorer de nouveaux endroits. Édouard ne put plus se retenir. Il s'approcha à grands pas, impatient de participer à ce moment, de se connecter enfin avec son fils, comme Marine y était parvenue. Mais au moment où ses chaussures en cuir italien frappèrent le marbre, avec le bruit caractéristique de ses pas d'homme d'affaires, Gabriel se recroquevilla et arrêta de dessiner. « Vous avez brisé l'eau » dit Marine en regardant Édouard avec une expression sérieuse. « J'ai brisé quoi ?»« L'eau. Les poissons nageaient tranquillement et vous avez brisé l'eau. » Marine se leva et se plaça devant Édouard, beaucoup plus petite que lui, mais avec une autorité naturelle impressionnante. « Vous devez apprendre à marcher comme un cerf dans la forêt. »« Marine, je voulais juste voir le dessin. Les cerfs marchent lentement pour ne pas effrayer les oiseaux. Si vous effrayez les oiseaux, toute la forêt devient silencieuse. » Elle fit une démonstration, marchant au ralenti, posant chaque pied avec soin sur le sol, sans faire de bruit. « Comme ça. Vous y arrivez ?» Édouard regarda Constance, cherchant une sorte de validation adulte pour cette situation surréaliste. Une fillette de 10 ans donnait des leçons de comportement à un homme qui dirigeait des réunions avec des centaines de cadres. Mais Constance se contenta d'acquiescer de manière encourageante. « Essayez, monsieur André, » dit-elle gentiment. « Marine a raison. Parfois, nous devons nous déplacer différemment pour ne pas effrayer ceux qui ont déjà peur. » Édouard enleva ses chaussures, sentant le marbre froid sous ses pieds ou à travers ses chaussettes en soie. Il essaya d'imiter les mouvements de Marine, marchant lentement, contrôlant chaque pas. Il se sentait ridicule, mais quand il regarda Gabriel, il vit que le garçon observait avec intérêt, sans la peur qui apparaissait habituellement dans ses yeux lorsque son père s'approchait. « Mieux, » évalua Marine. « Maintenant, vous pouvez vous asseoir avec nous, mais doucement, comme si vous descendiez dans l'eau tiède d'une piscine. » Édouard s'assit par terre à côté de son fils, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Gabriel l'observa un instant, comme pour évaluer s'il était sûr de continuer à dessiner. Finalement, il tendit la craie bleue à son père. « Tu veux dessiner quelque chose pour les poissons, papa ?» Édouard prit la craie avec des mains tremblantes. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas dessiné qu'il se souvenait à peine comment commencer. Il traça quelques lignes hésitantes sur le marbre, essayant de créer quelque chose qui ressemblait à des plantes aquatiques. Le résultat fut désastreux, mais Gabriel sourit. « Elles sont très différentes, » dit le garçon diplomatiquement. « Mais les poissons aimeront avoir des plantes différentes dans leur aquarium. » Marine rit doucement, un son musical qui résonna dans le grand hall. Chaque poisson aime des plantes différentes. Certains aiment les bien droites, d'autres aiment les plus folles. Édouard regarda son dessin maladroit, puis les dessins délicats de Marine et Gabriel. « Je crois que mon poisson aime les plantes folles, alors. »« Papa, » dit Gabriel à voix basse, « je peux t'apprendre à dessiner des écailles de poisson ?» Le cœur d'Édouard faillit s'arrêter. Gabriel voulait lui apprendre quelque chose. Son fils, qui semblait toujours le fuir, voulait maintenant partager son savoir. « Bien sûr, mon fils. J'adorerais apprendre. » Gabriel se rapprocha de son père, prit sa main et guida la craie bleue sur le marbre. « Tu fais comme ça de petits cercles qui se touchent, comme si c'étaient des pièces brillantes collées les unes aux autres. » Édouard suivit les instructions de son fils, sentant la petite main chaude sur la sienne, guidant chaque mouvement. C'était la première fois en des mois que Gabriel le touchait volontairement. Constance observait la scène, les larmes, aux yeux, tandis que Marine continuait de dessiner, créant un monde aquatique de plus en plus élaboré autour des poissons amis. « Je vais faire des algues, » annonça Marine, « pour que les poissons puissent se cacher quand ils sont timides. »« Bonne idée, » dit Gabriel. « Parfois, les poissons ont besoin d'endroits où se cacher quand il y a trop d'agitation dans l'eau. » Édouard comprit que Gabriel ne parlait pas seulement de poissons. « Tout le monde a besoin d'un endroit où se cacher parfois, » dit-il gentiment. « Il n'y a rien de mal à cela. » Gabriel le regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce que son père comprenne. « C'est vrai, papa ?»« C'est vrai, mon fils. Même les papas ont parfois besoin d'endroits où se cacher. » Marine arrêta de dessiner un instant et regarda Édouard avec approbation. « Maintenant, vous apprenez le langage des poissons, » dit-elle. « C'est plus lent que le langage des gens, mais c'est plus vrai. » Ils passèrent encore 1 heure à dessiner sur le sol en marbre, créant un monde sous-marin plein de couleurs et de vie. Gabriel se détendit, peu à peu,
racontant des histoires sur chaque poisson qu'il dessinait, expliquant leur personnalité et leurs préférences. Édouard découvrit que son fils avait une imagination riche et détaillée, qu'il n'avait jamais eu la patience de découvrir auparavant. Quand l'heure du départ de Marine et Constance arriva enfin, Gabriel s'approcha timidement de la fillette. « Marine, dit-il, tu peux revenir? Les poissons vont s'ennuyer de toi. »« Bien sûr que je reviens, » répondit-elle en rangeant ses crayons dans son sac. « Et la prochaine fois, on pourra faire un aquarium encore plus grand. Peut-être avec des hippocampes. » Gabriel sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Je sais dessiner des hippocampes. Ma nounou me l'a appris avant que papa ne la renvoie. » Édouard sentit une pointe de culpabilité. Il avait licencié la nounou de Gabriel parce qu'elle le gâtait trop, cédant toujours aux caprices du garçon. Il commençait maintenant à comprendre qu'elle essayait peut-être simplement de comprendre son fils de la même manière que Marine. « Gabriel, dit Édouard en s'agenouillant à côté du garçon, tu peux m'apprendre à dessiner des hippocampes aussi. » Le garçon hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, papa. C'est facile quand on connaît leur secret. » « Quel est leur secret? » « Ils nagent lentement parce qu'ils portent beaucoup d'amour dans leur ventre, dit Gabriel avec sérieux. C'est pour ça qu'ils ont cette forme courbée. C'est à cause de tout cet amour qui est si lourd. Édouard regarda son fils, réalisant qu'il y avait des couches et des couches de sensibilité et de sagesse dans ce petit esprit qu'il ne s'était jamais donné la peine d'explorer. « C'est beau, mon fils. Je ne savais pas ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, papa, dit Gabriel avec innocence, mais les mots frappèrent Édouard comme une révélation douloureuse. Tandis que Constance et Marine prenaient congé à la porte, Édouard resta à observer Gabriel, qui était retourné près des dessins sur le sol et les contemplait avec satisfaction. Pour la première fois, Édouard vit son fils, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une énigme fascinante à découvrir. « Marine, » appela Édouard avant qu'elle ne parte, « cette chose que tu as dite sur le fait de ne pas construire une maison pendant un tremblement de terre. Où as-tu appris ça? » ?»« De ma grand-mère. Elle était sergent dans l'armée de terre, puis elle est devenue infirmière. Elle s'occupait des soldats qui revenaient de la guerre, effrayés. Elle disait qu'il faut d'abord calmer le cœur, puis construire la discipline. » Édouard hocha lentement la tête. « Votre grand-mère semble être une femme très sage. » »« Elle l'était. Elle est morte l'année dernière. Mais elle m'a appris que tout le monde a un langage différent pour parler de la peur. Il faut juste découvrir lequel. » Cette nuit-là, Édouard resta éveillé une fois de plus, mais pour des raisons différentes. Il n'était pas inquiet du comportement de Gabriel. Il était émerveillé de découvrir que son fils était une personne complète, complexe et intéressante. Il commençait à comprendre que le problème n'avait jamais été Gabriel. Le problème était que lui, Édouard, n'avait jamais appris à parler le langage de son propre fils, et demain, il commencerait à apprendre sur les hippocampes remplis d'amour. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la première visite de Marine et Constance à l'hôtel particulier d'Édouard, et les mercredis et samedis étaient devenus les jours les plus attendus de la semaine pour Gabriel. Édouard n'avait jamais vu son fils manifester une telle anxiété positive pour quelque chose. Le matin de chaque visite, Gabriel se réveillait tôt et disposait ses dessins préférés en une petite pile ordonnée, se préparant à montrer ses créations à Marine. Édouard avait également changé sa routine. Il annulait des réunions importantes ces jours-là, ce que ses associés trouvaient incompréhensible. Comment un homme qui avait bâti un empire sur le principe que le temps, c'est de l'argent, pouvait-il réserver des matinées entières pour qu'une fillette de 10 ans joue avec son fils? Mais Édouard savait quelque chose que ses associés ignoraient. Il apprenait plus sur le leadership pendant ses moments sur le sol en marbre qu'en 2 décennies de réunions d'entreprise. Ce samedi de mars, cependant, quelque chose était différent. Gabriel s'était réveillé agité, avait refusé son petit déjeuner et avait passé toute la matinée à faire des mouvements répétitifs avec ses mains, un signe qu'Édouard avait appris à reconnaître comme un indicateur d'anxiété croissante. Lorsque Marine et Constance arrivèrent, le garçon était visiblement dérégulé. « Bonjour, Gabriel », salua joyeusement Marine, sortant son cahier de son sac comme d'habitude. « J'ai apporté de nouveaux crayons aujourd'hui. Je les ai gagnés à une tombola de l'école. » Mais Gabriel ne répondit pas.
Au lieu de cela, il commença à se balancer d'avant en arrière, un mouvement subtil, mais qu'Édouard reconnaissait comme le prélude d'une crise. Sans prévenir, Gabriel se leva brusquement et courut vers le placard du hall d'entrée, fermant la porte derrière lui avec force. « Gabriel !» Édouard se leva rapidement, se dirigeant vers la porte du placard. « Mon fils sort de là, il n'y a aucune raison de se cacher. » Mais de l'intérieur du placard ne parvenait que le son de sanglots étouffés et le bruit de Gabriel déplaçant des objets, se barricadant probablement dans l'espace exigu entre les manteaux. « Monsieur André, » dit gentiment Constance, « il serait peut-être préférable de lui laisser un peu de temps pour se calmer. Mais il ne peut pas simplement s'enfuir chaque fois qu'il se sent mal à l'aise. Cela ne le prépare pas au monde réel. » Édouard essaya d'ouvrir la porte du placard, mais elle était bloquée par le poids de Gabriel appuyé contre elle. « Gabriel, ouvre cette porte maintenant. » Marine s'approcha, tenant une petite lampe de poche qu'elle gardait toujours dans son sac, avec son matériel de dessin. « Je peux essayer ?» Édouard hésita. Une partie de lui voulait imposer son autorité paternelle, résoudre la situation de manière directe et efficace. Mais il se souvint des leçons des dernières semaines sur le fait de briser l'eau et recula à contre-cœur. Marine s'assit par terre près de la porte du placard, alluma la lampe de poche et commença à projeter des ombres sur le mur opposé. Avec ses mains, elle créa la silhouette d'un loup, le faisant se déplacer lentement sur le mur blanc. « Il était une fois un loup qui vivait seul dans la montagne », commença Marine, sa voix basse et mélodieuse résonnant dans le hall. « C'était un bon loup, pas un de ceux qui effraient les enfants dans les histoires. C'était juste un loup qui avait perdu sa meute. » Édouard observait, fasciné, tandis que les ombres dansaient sur le mur. La silhouette du loup marchait seule, d'un côté à l'autre, et il y avait quelque chose de profondément mélancolique dans la façon dont Marine bougeait ses mains pour créer l'illusion de la solitude. Le loup se souvenait du temps où il courait avec ses frères dans la forêt, où ils chassaient ensemble et dormaient blottis les uns contre les autres pour se réchauffer en hiver. Mais maintenant, il était seul, et même s'il hurlait à la lune, aucun autre loup ne répondait. Du placard, les pleurs de Gabriel avaient cessé. Édouard pouvait entendre que le garçon prêtait attention à l'histoire. Un jour, le loup trouva une grotte sombre et petite, semblable au terrier où il se cachait quand il était un louveteau. La grotte était étroite, mais elle était sûre. Personne ne pouvait le blesser là-dedans. Alors il décida qu'il allait vivre dans la grotte pour toujours, loin de tous les bruits et de toutes les choses qui lui rappelaient sa meute perdue. Marine changea le mouvement de ses mains, et maintenant l'ombre du loup était enroulée sur elle-même, recroquevillée à l'intérieur d'une forme représentant la grotte. Mais il se trouve qu'à l'intérieur de la grotte, le loup se mit à rêver toutes les nuits de sa meute. Dans son rêve, ses frères apparaissaient et disaient qu'il leur manquait, qu'ils voulaient le retrouver, mais qu'ils ne savaient pas où il était caché. Il parcourait toute la forêt à sa recherche, mais ne trouvait jamais la grotte. La porte du placard s'ouvrit lentement, juste une fente. Édouard put voir l'un des yeux verts de Gabriel l'épier à travers l'ouverture. « Tu sais ce que le loup a fait alors ?» demanda Marine, gardant les ombres en mouvement sur le mur. « Quoi ?» vint la petite voix de Gabriel de l'intérieur du placard. Il décida de laisser la porte de la grotte entr'ouverte. Juste un tout petit peu, pour que si l'un de ses frères passait par là, il puisse voir qu'il était à l'intérieur, et aussi pour qu'il puisse voir s'il y avait quelqu'un dehors qui valait la peine d'être connu. Gabriel ouvrit un peu plus la porte du placard. Marine continua. Le premier jour avec la porte entr'ouverte, un lapin passa. Le lapin n'était pas de la meute, mais il était seul aussi. Le loup et le lapin se regardèrent à travers les fentes de la grotte, et le lapin dit « Salut, loup, tu vas bien là-dedans ?» Le loup répondit « Je suis en sécurité, merci. » Et le lapin dit « Tant mieux. Si tu veux discuter un jour, je passe par ici tous les après-midi. » Et il s'en alla. Gabriel sortit complètement du placard maintenant, mais resta appuyé contre le mur à côté de la porte, observant les ombres. Le deuxième jour, un ours passa. L'ours était grand et pouvait paraître effrayant, mais quand il vit le loup dans la grotte, il s'assit lentement par terre, comme le font les ours quand ils ne veulent effrayer personne. « Bonjour, loup, » dit l'ours d'une voix douce. « J'ai aussi vécu dans une grotte quand je me sentais très seul. C'est un bon endroit pour réfléchir. » Le loup aima l'ours parce qu'il comprenait les grottes. Marine fit en sorte que l'ombre d'un ours s'assoie près de celle du loup,
et Édouard réalisa que l'histoire était une métaphore parfaite de leur situation. Gabriel était le loup, le placard était la grotte, et ils apprenaient à être le lapin et l'ours, des présences non menaçantes qui respectaient son besoin de sécurité. « Et tu sais quelle a été la meilleure partie ?» continua Marine. « Le loup a découvert qu'il n'avait pas à choisir entre la sécurité de la grotte et la compagnie de ses nouveaux amis. Il pouvait avoir les deux. La grotte était toujours là quand il avait besoin de se sentir en sécurité, mais maintenant, il savait aussi qu'il y avait des gens dehors qui le comprenaient. » Gabriel s'approcha lentement et s'assit à côté de Marine, observant les ombres sur le mur. « Et sa meute, l'ont-ils retrouvé ?»« Certains frères de la meute l'ont retrouvé, oui. Mais tu sais ce qui était drôle? Quand ils ont retrouvé le loup, il avait déjà appris tellement de choses dans la grotte. Il avait déjà rencontré tellement de nouveaux amis qu'il n'était plus le même loup qu'avant. C'était un loup plus sage. »« Et son père ?» demanda Gabriel à voix basse. « Le papa loup le cherchait aussi ?» Édouard sentit son cœur se serrer. Gabriel posait des questions sur lui, se demandant si lui, Édouard, le cherchait vraiment ou s'il essayait simplement de le contrôler. « Le papa loup le cherchait, oui, » répondit Marine en jetant un rapide coup d'œil à Édouard. Mais le papa loup avait un problème. Il ne savait chercher qu'avec ses yeux, tu sais. Il regardait partout dans les endroits évidents, mais ne pensait jamais à regarder dans les grottes sombres. Parce que le papa loup avait peur des endroits sombres. « Mais si le papa loup apprenait à ne pas avoir peur, demanda Gabriel, alors ce serait différent. Alors il pourrait s'asseoir à l'entrée de la grotte et attendre que son petit se sente assez en sécurité pour sortir. » Gabriel regarda Édouard qui était assis à quelques mètres de là, observant la scène, avec un mélange d'admiration et de douloureuse auto-reconnaissance. « Papa, tu as peur des endroits sombres ?» Édouard déglutit. La question était simple, mais la réponse était complexe. Il avait peur, oui, peur de ne pas comprendre son fils, peur d'échouer en tant que père, peur que Gabriel ne l'aime jamais comme lui aimait Gabriel. « Oui, mon fils, j'ai peur de beaucoup de choses que je ne comprends pas. »« Ce n'est pas grave, » dit Gabriel avec l'innocence naturelle des enfants. « Tu peux apprendre. Marine peut apprendre. » Marine éteignit la lampe de poche et la rangea dans son sac. « Gabriel, je peux te montrer quelque chose ?» Elle sortit de son cahier une grande feuille où elle avait dessiné ce qui semblait être le plan de la maison d'Édouard, mais coloré différemment. Chaque pièce avait une couleur distincte. Le placard était peint en bleu foncé, le bureau d'Édouard était noir, la cuisine était jaune clair, le salon était vert et les chambres étaient violettes. « J'ai fait une carte de ta maison, » expliqua Marine. « Mais ce n'est pas une carte ordinaire, c'est une carte des sentiments. » Gabriel se pencha sur le papier, fasciné. « Comment ça ? » « Chaque couleur représente ce que tu ressens dans chaque endroit. Le bleu très foncé du placard, c'est l'eau profonde, quand tu as besoin de plonger loin de tout. Le noir du bureau de ton père, c'est quand tu te sens très petit. Le jaune de la cuisine, c'est la sécurité chaleureuse. Le vert du salon, c'est la curiosité calme. Et le violet des chambres, ce sont les beaux rêves. » Édouard observait la carte, réalisant que son bureau était la seule zone peinte en noir. « Pourquoi mon bureau est-il noir, Marine ?»« Parce que c'est là que Gabriel a le plus peur. Trop de bruit de téléphone, trop de voix fortes, trop de précipitations. Pour lui, c'est comme une tempête. » Gabriel hocha vigoureusement la tête. « C'est vrai, papa. Quand tu es au bureau, on dirait que tu deviens une personne différente. Une personne plus dure. »« Plus dure ? Oui, ta voix devient différente. Tes pas sont plus lourds. Et tu arrêtes de me regarder pour ne regarder que des papiers. » Édouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait aucune idée que Gabriel percevait ces changements, et encore moins qu'il l'affectait autant. « Que puis-je faire pour que le bureau soit moins noir ?» demanda Édouard. « Baissez le volume, » répondit immédiatement Marine. « Autant celui du téléphone que celui de la voix. Et regardez Gabriel quand il entre. »« Et peut-être, » ajouta timidement Gabriel, « peut-être que tu pourrais avoir un de mes dessins sur ton bureau, pour te souvenir que j'existe même quand tu travailles. » Édouard dut détourner le regard un instant pour ne pas pleurer devant son fils. Comment en était-il arrivé au point que son propre fils doute qu'il se souvienne de son existence? « Bien sûr, Gabriel. Tu peux choisir le dessin que tu veux que je mette sur mon bureau. » Gabriel sourit,
Mais Marine n'avait pas terminé. Et il y a autre chose. Gabriel a besoin d'un endroit jaune dans la maison qui soit juste à lui, un endroit où il peut aller quand il a besoin de se sentir en sécurité, mais sans se cacher. Comme la cuisine, suggéra Constance, qui avait observé toute l'interaction en silence. La cuisine, c'est bien, acquiesça Gabriel. C'est chaud et ça sent bon la nourriture. Édouard hésita. La cuisine de son hôtel particulier était un lieu réservé aux employés. Il y entrait rarement, sauf pour donner des instructions à la cuisinière. L'idée que Gabriel utilise la cuisine comme refuge semblait irrégulière. « Monsieur André, dit gentiment Constance, puis-je suggérer quelque chose? Et si vous et Gabriel faisiez un pique-nique par terre dans la cuisine? Sans précipitation, sans téléphone, juste vous deux? Un pique-nique? Par terre? Par terre, confirma Marine. Les pique-niques par terre sont magiques. La nourriture a meilleur goût quand on est assis par terre. Gabriel frappa dans ses mains, excité. « Je peux, papa? On peut faire un pique-nique par terre ?» Édouard regarda autour de lui. Sa maison impeccablement décorée, ses règles d'étiquette, sa routine structurée. Tout cela semblait ridiculement pompeux comparé à l'éclat dans les yeux de Gabriel. « On peut, dit-il finalement. « Mais je ne sais pas cuisiner. »« Je vous apprendrai, proposa Constance. On peut commencer par des sandwichs. C'est facile et Gabriel adore ça. » Une demi-heure plus tard, Édouard se retrouvait dans sa propre cuisine, les manches de sa chemise retroussées, apprenant à couper des tomates sous la supervision patiente de Constance. Gabriel était assis sur un tabouret haut, balançant ses jambes et donnant des instructions sur la quantité exacte de mayonnaise qui devait aller dans le sandwich. « Non, papa, c'est trop peu. J'aime beaucoup de mayonnaise, » disait Gabriel en souriant. « Et le fromage doit couvrir tout le pain, sinon il y a des trous vides ?» Édouard n'avait jamais prêté attention aux préférences culinaires de son fils. Il laissait toujours ses questions à la cuisinière ou au nounou. Maintenant, en coupant des tomates maladroitement et en étalant de la mayonnaise avec ses mains inexpérimentées, il découvrait que Gabriel avait des opinions très précises sur la nourriture. « Votre grand-mère racontait vraiment des histoires aux soldats ?» demanda Édouard à Marine, tout en préparant le sandwich avec un soin exagéré. « Oui, elle disait que lorsque l'esprit a très peur, il a besoin de quelque chose de connu pour s'y accrocher. Les histoires étaient comme des cordes qui ramenaient les soldats du mauvais endroit où ils étaient allés. Et ça marchait? Ça marchait. Elle a sauvé beaucoup de gens juste en racontant des histoires. Elle disait que tout le monde a une histoire en soi qui a besoin d'être entendue. » Édouard arrêta de couper des tomates et regarda Gabriel. « Quelle est ton histoire, mon fils ?» Gabriel réfléchit un instant, balançant ses jambes. « Mon histoire parle d'un garçon qui vivait dans une très grande maison, mais qui se sentait très petit. Jusqu'à ce qu'une fille lui apprenne à faire des cartes colorées et que son papa apprenne à marcher lentement. Et comment se termine l'histoire? Elle n'est pas encore terminée, dit Gabriel avec sagesse. Mais je pense qu'elle se terminera bien. Ils firent leur pique-nique là, sur le sol de la cuisine, assis sur une couverture que Constance avait apportée du cellier. Édouard mangea son sandwich irrégulier et écouta Gabriel raconter des histoires sur chaque poisson qu'il avait dessiné au cours des dernières semaines. C'était la conversation la plus longue qu'ils aient eue depuis des mois. « Monsieur André, » dit Marine alors qu'il était temps, « pour elle de partir, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Gabriel est prêt à rencontrer de nouvelles personnes, mais lentement, une à la fois. Pourriez-vous le présenter à quelqu'un de spécial? Édouard réfléchit un instant. Il y avait un gala la semaine suivante, une célébration des 20 ans de son entreprise. Ce serait l'occasion parfaite de montrer aux investisseurs et partenaires que Gabriel allait mieux, que le fils d'Édouard André était un enfant normal et sociable. « En fait, j'ai une idée. Il y a un événement de l'entreprise. La semaine prochaine, beaucoup de gens importants seront là. Peut-être que Gabriel pourrait y aller. » Marine fronça les sourcils. « Combien de personnes? » « Environ 200 ou 300. C'est beaucoup de monde. Mais ce serait une excellente occasion pour Gabriel de pratiquer ses compétences sociales, insista Édouard, revenant un instant à son mode d'homme d'affaires. Il doit apprendre à fonctionner dans des environnements professionnels. Gabriel, qui rangeait ses dessins, s'arrêta et regarda son père avec inquiétude. « Papa, je dois y aller ?» Édouard réalisa qu'il avait commis une erreur. Il pensait à nouveau à Gabriel comme à un problème à résoudre,
plutôt qu'à une personne à comprendre. Tu n'es pas obligé, mon fils, mais ce serait bien si tu voulais essayer. Marine se leva et se plaça devant Édouard, avec cette posture sérieuse qu'il connaissait bien. Je peux poser une condition? Laquelle? Si Gabriel a peur, on s'en va, sur le champ, sans discuter, sans insister pour qu'il tienne encore un peu. S'il fait le signe qu'il veut partir, on part. Édouard hésita. L'événement était important pour son image d'entreprise. Partir en plein milieu pourrait donner une impression de faiblesse, de désorganisation. C'est à prendre ou à laisser, dit Marine en croisant les bras. Gabriel regarda alternativement son père et Marine, clairement nerveux à la perspective de l'événement, mais aussi curieux. « Je peux apporter le flacon de bulles ?»« Tu peux, » assura Marine, « et si tu veux, je peux venir avec toi. » Édouard regarda son fils, qui essayait d'être courageux malgré sa peur évidente, et prit une décision qu'il savait qu'il pourrait regretter. « D'accord. Si Gabriel veut essayer, nous, Hans, aux conditions de Marine. » Alors qu'il prenait congé à la porte, Édouard ne pouvait chasser le sentiment qu'il était sur le point de mettre son fils dans une situation bien plus grande que ce que Gabriel pourrait gérer. Mais il devait croire que les dernières semaines avaient préparé Gabriel pour cette prochaine étape. Ou peut-être, pensa Édouard avec une pointe d'anxiété, essayait-il simplement de montrer son fils comme un trophée pour impressionner des gens qui n'avaient pas d'importance. En vérité, il n'était pas sûr de ses motivations, et cela l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le grand salon de l'hôtel de Crillon n'avait jamais paru plus majestueux que ce samedi soir. Des lustres en cristal baignaient la grande salle de lumière dorée, tandis que des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne français parmi les 300 invités de la fête des 20 ans d'André Entreprise. C'était le genre d'événement qu'Édouard organisait depuis 2 décennies, où chaque détail était méticuleusement planifié pour impressionner les investisseurs, les politiciens et les entrepreneurs de l'élite parisienne. Édouard était impeccable dans son smoking sur mesure, saluant les invités avec le sourire professionnel qu'il avait perfectionné au fil des ans. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Ses yeux cherchaient constamment Gabriel, qui se tenait à côté de Marine près du mur du fond, visiblement mal à l'aise dans son petit costume bleu marine. Le garçon portait les écouteurs spéciaux qu'Édouard lui avait achetés la semaine précédente, mais même ainsi on pouvait voir qu'il luttait contre l'excès de stimuli. Les lumières clignotaient dans des tons dorés et argentés, la musique de l'orchestre résonnait fort dans la salle, et il y avait un murmure constant de 300 conversations simultanées se mélangeant en un bruit assourdissant. Marine restait, aux côtés de Gabriel comme une petite garde du corps, vêtue d'une simple robe prêtée par la fille d'une des autres employées de l'hôtel. Elle tenait un petit sac où Édouard savait que se trouvait le flacon de bulles d'urgence. Constance était également proche, clairement déplacée dans cet environnement de luxe, mais attentive à tout signe que Gabriel pourrait avoir besoin d'aide. Édouard, la voix forte de Robert Chevalier, l'un des principaux investisseurs de l'entreprise, traversa la salle. L'homme de 60 ans s'approchait avec un sourire expansif et un verre de whisky à la main. Quelle fête magnifique! Et voici le fameux Gabriel. Édouard sentit son estomac se nouer. Robert était exactement le genre de personne qu'il voulait impressionner ce soir-là, un investisseur influent qui contrôlait des fonds millionnaires et qui avait toujours remis en question la capacité d'Édouard à équilibrer vie personnelle et professionnelle. Montrer que Gabriel fonctionnait bien socialement serait une victoire stratégique importante. « Robert, quel plaisir de te voir !» salua Édouard en se dirigeant vers le groupe. « Gabriel, viens ici, mon fils. Je veux te présenter à Monsieur Chevalier. » Gabriel regarda son père. À travers ses écouteurs, ses yeux verts montrant clairement son anxiété. Marine toucha doucement le bras du garçon, un geste de soutien, mais Gabriel se leva docilement et se dirigea vers son père d'un pas hésitant. « Alors, c'est toi le fils d'Édouard » dit Robert d'une voix qui semblait excessivement forte pour Gabriel. « J'ai beaucoup entendu parler de toi, jeune homme. Ton père dit que tu es très intelligent. » Gabriel se recroquevilla légèrement face à la proximité de cet homme grand et bruyant. Il regarda Édouard en quête de conseil, mais ne trouva que de l'attente dans les yeux de son père. « Gabriel, salue Monsieur Chevalier !» ordonna Édouard avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est un partenaire très important de l'entreprise. »
B, bonjour, murmura Gabriel en tendant sa petite main avec hésitation. Robert serra la main du garçon avec une force excessive. Quel garçon poli! Et on m'a dit que tu es à l'âge de choisir une carrière. As-tu pensé à suivre les traces de ton père dans le monde des affaires? Gabriel le regarda confus. À 8 ans, l'idée de carrière était complètement abstraite pour lui. Il aimait dessiner des poissons et des hippocampes, pas des feuilles de calcul et des réunions. J'aime dessiner, répondit-il à voix basse. Dessiner. Quelle chose intéressante, dit Robert, bien que son ton suggère exactement le contraire. Mais tu sais que l'art est plus un passe-temps, n'est-ce pas? L'important est de suivre des carrières solides, comme ton père. Édouard remarqua que Gabriel devenait de plus en plus tendu. Le garçon commença à se balancer discrètement d'un pied à l'autre, un signe de malaise croissant qu'Édouard avait appris à reconnaître. Mais la conversation était importante pour les affaires, et Gabriel devait apprendre à s'adapter à des situations sociales difficiles. Gabriel est aussi très bon avec les chiffres, mentit Édouard, essayant d'impressionner Robert. En fait, il m'aide sur certains projets de l'entreprise, n'est-ce pas, mon fils? Gabriel regarda son père avec une confusion totale. Il ne l'avait jamais aidé sur quoi que ce soit lié à l'entreprise. En fait, il entrait rarement dans le bureau de son père à cause de la carte noire que Marine avait identifiée. « Vraiment ?» dit Robert, maintenant intéressé. « Quel genre de projet ?» Édouard réalisa qu'il s'était mis dans une situation compliquée, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Des analyses visuelles, principalement. Gabriel a un œil très affûté pour les détails. Gabriel était maintenant visiblement agité. Ses mains commencèrent à faire des mouvements répétitifs et il regarda désespérément en direction de Marine, qui s'approchait lentement. « Très intéressant, » continua Robert. « Gabriel, parle-moi de ces projets. Qu'est-ce que tu analyses exactement pour ton père ?» La question frappa Gabriel comme un coup. Il ne comprenait pas pourquoi. Son père disait des choses qui n'étaient pas vraies. Pourquoi il était forcé de prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas? Le bruit de la salle semblait augmenter, les lumières devenaient plus vives, et de nombreuses personnes s'approchaient pour écouter la conversation. Je ne... commença à bégayer Gabriel, ses mots se perdant au milieu de son anxiété croissante. « Parle plus fort, jeune homme », l'encouragea Robert. « Ne sois pas timide. » C'est alors que Gabriel s'effondra. L'excès de stimuli, la pression d'être quelqu'un qu'il n'était pas, le mensonge de son père sur des projets inexistants. Tout se combina en une tempête parfaite. Gabriel se mit à crier, enlevant ses écouteurs et les jetant par terre, se couvrant les oreilles avec ses mains. « Gabriel !» Édouard tenta de s'approcher, mais le garçon recula, trébucha et tomba sur le sol en marbre du palais. Gabriel se recroquevilla en position fétale, se balançant d'avant en arrière, criant avec une intensité qui coupa court à toutes les conversations de la salle. 300 pères Dieu se tournèrent vers la scène, certains curieux, d'autres clairement agacés. Marine réagit instantanément. Elle monta sur une chaise voisine, sortit le flacon de bulles de son sac et commença à en souffler désespérément. Les petites sphères irisées flottèrent au-dessus de Gabriel, créant un spectacle magique sous les lumières du lustre. Pendant un instant, cela sembla fonctionner. Gabriel cessa de crier et regarda les bulles, suivant leurs mouvements avec ses yeux. La salle devint silencieuse, observant la scène étrange d'une fillette de 10 ans sur une chaise, soufflant des bulles sur un enfant en crise. Mais Édouard était mortifié. Toute l'élite des affaires de Paris observait son fils faire une crise de nerfs au milieu de sa fête la plus importante. Pire encore, une fillette faisait du théâtre avec des bulles de savon pour le calmer, comme si Gabriel était un enfant à problème qui avait besoin de tours de magie pour fonctionner. « Ça suffit !» explosa Édouard, se dirigeant rapidement vers Marine. « Arrêtez ça immédiatement !»« Monsieur André, ça marche !» protesta Marine, continuant de souffler des bulles. « Regardez, il se calme. »« C'est ridicule !» cria Édouard, envahi par la honte et la colère. Il arracha le flacon des mains de Marine et le jeta violemment par terre, faisant éclater le verre sur le marbre. « Mon fils n'est pas un animal de cirque qui a besoin de tours pour se comporter. » Le bruit du verre brisé frappa Gabriel comme un éclair. Le garçon se remit à crier, mais cette fois avec une intensité presque inhumaine. Il se tordait sur le sol, les mains serrant sa tête, comme s'il ressentait une douleur physique. Gabriel. Édouard s'agenouilla à côté de son fils, essayant de le toucher, mais Gabriel recula avec horreur,
comme si son père était une source de danger. Marine descendit de la chaise et s'agenouilla également à côté de Gabriel, parlant doucement. « Gabriel, regarde-moi. Respire avec moi, doucement. » Mais quelque chose s'était irrémédiablement brisé. Gabriel ne répondait plus. Ses yeux étaient ouverts, mais vides, comme s'il s'était complètement déconnecté du monde qui l'entourait. Il avait cessé de crier, mais il était complètement immobile, ne réagissant à aucun stimulus. « Gabriel » appela Édouard, maintenant d'une voix désespérée. « Mon fils, parle-moi. » Mais Gabriel ne répondait pas. Il était physiquement présent, mais il s'était retiré dans un endroit très lointain et inaccessible. Constance s'approcha rapidement. « Monsieur André, nous devons le ramener à la maison. Maintenant. »« Oui » acquiesça Édouard encore sous le choc. Il souleva Gabriel dans ses bras, sentant le corps du garçon complètement détendu, sans résistance, mais aussi sans coopération. C'était comme porter une poupée. Le retour à l'hôtel particulier se fit dans un silence total. Gabriel restait dans un état catatonique, les yeux fixés sur un point à l'infini. Marine et Constance suivirent dans la même voiture, mais Édouard était trop concentré sur Gabriel pour leur parler. À la maison, Édouard coucha Gabriel dans son lit, mais le garçon restait dans le même état. Il ne répondait pas aux questions, ne réagissait pas au toucher, ne montrait aucun signe de traitement de ce qui se passait autour de lui. C'était comme si Gabriel était simplement parti. « Il va s'en sortir ?» demanda Édouard à Constance, sans pouvoir cacher le désespoir dans sa voix. « Je ne sais pas, monsieur André. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Édouard regarda Marine, cherchant une orientation, un tour de magie qui pourrait ramener son fils. Mais Marine l'observait avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était plus la fillette sage et compréhensive des dernières semaines. C'était une enfant profondément déçue. « Vous devez partir », dit brusquement Édouard. « Comment ?» demanda Constance, surprise. « Vous devez partir. Maintenant. » Édouard ne pouvait pas regarder Marine. La honte de ce qui s'était passé, l'humiliation publique, tout se transformait en une colère irrationnelle dirigée contre les deux personnes qui avaient été témoins de son échec complet en tant que père. « Vous ne reviendrez plus ici. Je ne veux plus d'expérience avec mon fils. » Monsieur André, tenta d'argumenter Constance, peut-être que si nous parlions, il n'y a rien à dire. Prenez vos affaires et quittez ma maison. Marine parla enfin, sa voix petite mais ferme. C'est vous qui lui avez fait ça. Quoi? C'est vous qui l'avez brisé. Ce n'était pas l'événement, ce n'était pas les gens. C'était vous. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Marine, mais sa voix resta ferme. Il vous faisait confiance, et vous l'avez trahi. Sortez de ma maison, dit froidement Édouard. Maintenant. Constance prit Marine par la main et elles sortirent en épée silence, laissant Édouard seul avec Gabriel, qui restait immobile dans son lit, les yeux verts fixés sur le plafond, comme s'il regardait quelque chose que lui seul pouvait voir. Édouard passa toute la nuit assis à côté du lit de son fils, observant, attendant un signe que Gabriel reviendrait. Mais le garçon restait absent, respirant lentement, vivant, mais pas vraiment présent. Le dimanche matin, Gabriel était toujours dans le même état. Édouard essaya tout. Il lui offrit ses dessins préférés, mit de la musique douce, tenta de faire des bulles avec du liquide vaisselle. Rien ne fonctionnait. Gabriel était là mais pas là. C'est alors qu'Édouard entendit des pas dans l'escalier, des pas petits et déterminés qu'il reconnut immédiatement. Marine était revenue et elle montait vers le bureau. Édouard la trouva debout au milieu de son bureau, observant les piles de papier, les multiples téléphones, les écrans d'ordinateur qui ne cessaient de clignoter. Elle paraissait encore plus petite dans cet environnement d'entreprise, mais sa posture était pleine de défis. « Je t'ai dit de ne pas revenir, dit Édouard. « Et je vous ai dit que vous l'aviez brisé, répondit Marine en se tournant pour lui faire « Face, vous voulez savoir pourquoi Gabriel ne revient pas? Sors d'ici. C'est parce que vous n'existez pas sur sa carte. » Édouard s'arrêta. « Que veux-tu dire? » « Sur la carte des sentiments que j'ai faite de la maison, vous vous souvenez. J'ai mis de la couleur partout où Gabriel ressent quelque chose. Mais vous savez où vous n'êtes pas apparu. » Édouard déglutit, commençant à comprendre. « Nulle part.
Vous n'existez pas dans le monde émotionnel de votre fils. Pour lui, vous êtes comme un fantôme qui fait parfois du bruit. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vous n'êtes pas présent, monsieur André. Vous êtes toujours en train de travailler, toujours au téléphone, toujours pressé. Gabriel a essayé de vous inclure dans son monde pendant ces semaines. Mais hier, vous lui avez montré qu'il n'était pas assez important pour que vous arrêtiez de mentir. Édouard sentit les mots le frapper comme des balles. « J'aime mon fils. » Aimer ne suffit pas si vous n'êtes pas présent pour le montrer. Marine s'approcha du bureau d'Édouard et prit l'une des photos encadrées qu'il y gardait. C'était une photo de Gabriel à 5 ans, souriant à l'appareil. Quand avez-vous regardé cette photo pour la dernière fois, vraiment? Quand avez-vous arrêté ce que vous faisiez juste pour parler avec lui? Édouard ne put répondre car il ne s'en souvenait pas. Gabriel ne vous voit pas comme un père, monsieur André. Il vous voit comme un étranger puissant qui décide des règles de la maison où il vit. Marine reposa la photo sur le bureau. Et hier, quand il avait besoin que vous soyez son père, vous avez choisi d'être l'étranger puissant devant les gens importants. Je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Et Gabriel est brisé parce que la seule personne au monde dont il voulait vraiment l'amour lui a montré que ce que les autres pensent est plus important que lui. Édouard s'assit lourdement sur son fauteuil en cuir, sentant tout le poids de ses échecs en tant que père. Que dois-je faire? Comment puis-je le ramener? Je ne sais pas si vous le pouvez, dit honnêtement Marine. Mais si vous voulez essayer, vous devez arrêter d'être l'homme d'affaires et commencer à être le père pour de vrai. Comment? Apparaissez sur sa carte. Arrêtez d'être un fantôme et devenez une personne réelle. Marine se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Ma mère a dit que je ne pouvais plus venir ici. Elle a peur que vous la renvoyiez de son travail à cause de moi. Je ne le ferai pas. Peu importe. Gabriel n'a plus besoin de moi. Il a besoin de vous, mais du vrai vous, pas du faux vous, qui est apparu hier. Marine sortit, laissant Édouard seul dans son bureau, entouré de toutes les choses qu'il avait considérées comme importantes jusqu'à 24 heures plus tôt. Maintenant, en regardant les piles de contrats, les téléphones silencieux, les écrans éteints, tout semblait complètement vide de sens. Son fils était brisé à l'étage et Édouard comprenait enfin que lui, et lui seul, détenait les clés pour réparer ce qu'il avait cassé. La question était de savoir s'il était encore temps et s'il avait assez de courage pour renoncer à être Édouard l'homme d'affaires prospère et essayer de découvrir comment être simplement le père de Gabriel. Édouard ne dormit pas cette nuit de dimanche. Il resta assis dans un fauteuil à côté du lit de Gabriel, observant son fils respirer au même rythme lent et régulier que quelqu'un physiquement présent, mais réfugié dans un endroit très lointain et sûr de son propre esprit. La lumière du matin entra lentement par la fenêtre, dorée et douce, mais Gabriel restait dans le même état, les yeux verts, fixés sur le plafond, voyant quelque chose que lui seul savait. À 7 heures du matin, Édouard prit une décision qui allait tout changer. Il se leva, prit une douche rapide et enfila des vêtements simples, un jean et une chemise en coton, des vêtements qu'il n'avait pas portés depuis des années. Dans la cuisine, il demanda à l'employé de préparer un panier avec des sandwichs simples, des fruits et du jus de fruits frais. Ensuite, il se rendit dans un magasin de jouets qui ouvrait tôt le week-end et acheta 5 flacons de bulles de savon. L'appartement où vivaient Constance et Marine se trouvait dans un grand ensemble à Saint-Denis, à près de 2 heures de route de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Édouard n'était jamais allé dans cette partie de la région parisienne. Il gara sa Mercedes devant le petit immeuble de 4 étages, clairement déplacé dans cet environnement populaire, et monta les escaliers jusqu'au 3e étage. Quand Constance ouvrit la porte, elle ne put cacher sa surprise. Édouard était là, sans costume, sans sa posture altière habituelle, tenant un panier de nourriture et un sac de flacons de bulles de savon. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Monsieur André ? Que s'est-il passé? Gabriel va bien? » « Non, » répondit simplement Édouard. « Il ne va pas bien, et je suis venu demander de l'aide. » Constance l'invita à entrer dans le petit appartement de 2 pièces, simple mais impeccablement propre et organisé. Marine était assise à la table du salon, dessinant en silence. Quand elle vit Édouard, elle arrêta de dessiner, mais ne dit rien. « Marine, » dit Édouard, s'approchant lentement de la table, comme elle le lui avait appris,
comme un cerf dans la forêt. J'ai eu tort, complètement tort. La fillette l'observa attentivement, évaluant s'il était sincère ou s'il essayait simplement de manipuler la situation une fois de plus. Gabriel n'a réagi à rien depuis hier, continua Édouard. Il ne mange pas, ne parle pas, ne me regarde pas. C'est comme s'il avait disparu. Il s'est protégé, dit simplement Marine. Quand vous avez brisé sa confiance, il est allé dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, à l'intérieur de sa propre tête. Édouard s'agenouilla à côté de la table, se mettant à la hauteur de Marine. « Peux-tu m'apprendre? Comment puis-je le faire revenir ?» Marine étudia le visage d'Édouard pendant un long moment. « Vous êtes sérieux? Ou vous avez juste peur que les gens importants découvrent que votre fils est brisé ?» La question frappa Édouard comme un couteau, mais c'était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. « Je suis sérieux. Je me fiche des gens importants. Je veux juste récupérer mon fils. » « Et vous ferez tout ce que je vous dirai, même si ça semble stupide, même si c'est difficile, je le ferai. » Marine regarda sa mère, qui hocha la tête de manière encourageante. « D'accord, mais d'abord vous devez comprendre une chose. Gabriel n'est pas brisé. C'est vous qui devez apprendre à vous connecter avec lui tel qu'il est. » Édouard acquiesça, se sentant comme un élève le premier jour d'école. « Et autre chose, si vous le trahissez à nouveau, je ne vous aiderai plus jamais. Et il pourrait ne jamais revenir. » « J'ai compris. » Marine rangea ses crayons dans leur boîte et se leva. « Alors allons-y. Mais d'abord, vous devez enlever ses chaussures. Gabriel peut vous entendre arriver de loin avec ses chaussures dures. » Édouard enleva ses chaussures, sur le champ, dans le salon de l'appartement de Constance. C'était un geste symbolique, mais qui représentait bien plus que la simple réduction du bruit. C'était Édouard se dépouillant de son armure d'homme d'affaires, acceptant qu'il devait apprendre un tout nouveau langage. Le retour à l'hôtel particulier se fit en silence. Édouard conduisait avec précaution, comme s'il transportait quelque chose de très fragile sur la banquette arrière. Marine et Constance parlaient à voix basse de stratégie, mais Édouard n'entendait que des bribes, doucement, sans pression, le laisser décider. À la maison, Gabriel était toujours dans la même position, allongé sur son lit, regardant le plafond. Édouard sentit son cœur se briser à nouveau en voyant son fils dans cet état, mais Marine l'empêcha de s'approcher. « D'abord, on va à la cuisine, » dit-elle. « Vous allez lui faire un sandwich. Pas n'importe quel sandwich. Un sandwich fait comme il l'aime, avec amour et patience. Mais il ne mange pas, peu importe s'il va manger ou non. Ce qui importe, c'est que vous faites quelque chose en ne pensant qu'à lui. » Dans la cuisine, Marine guida Édouard pas à pas. Couper la tomate en tranches fines, pas épaisses. Étaler la mayonnaise jusqu'au bord du pain pour ne pas avoir de trou vide. Mettre le fromage pour couvrir toute la surface. Couper le sandwich en diagonale, comme Gabriel préférait. Édouard fit tout avec une attention quasi religieuse, comme si chaque mouvement était une prière silencieuse demandant pardon. Ses mains, habituées à signer des contrats millionnaires, tremblaient légèrement, tandis qu'il étalait de la mayonnaise sur une tranche de pain de mie. « Maintenant, vous allez monter et le lui donner, » ordonna Marine. « Doucement, comme un cerf. Et vous, ne direz rien d'autre que « je t'ai apporté un sandwich ». S'il ne réagit pas, vous laissez la nourriture sur la table de chevet et vous sortez, sans le presser, sans insister. Édouard monta les escaliers, avec l'assiette dans les mains, chaque pas calculé pour ne pas faire de bruit. Gabriel était toujours dans la même position, mais quand Édouard entra dans la chambre, il put voir que les yeux du garçon s'étaient légèrement déplacés dans sa direction. « Je t'ai apporté un sandwich », dit doucement Édouard, posant l'assiette sur la table de chevet exactement comme Marine le lui avait demandé. Gabriel ne réagit pas verbalement, mais Édouard remarqua que sa respiration avait subtilement changé. Il écoutait. Édouard quitta la chambre sans rien dire de plus et descendit retrouver Marine dans le salon, qui préparait une nouvelle carte de la maison, celle-ci avec des couleurs plus douces et des formes plus organiques. « Maintenant, on attend, » dit Marine. « Gabriel va vous tester. Il va voir si vous avez vraiment changé ou si ce n'est qu'un autre tour. » « Combien de temps allons-nous attendre ? » ?»« Le temps qu'il faudra. » 2 heures passèrent. Édouard était agité, voulant monter toutes les 15 minutes pour voir Gabriel, mais Marine l'en empêchait à chaque fois. « Vous vous entraînez à être un père, pas un homme d'affaires, » disait-elle. « Un père a une patience infinie.
Puis ils entendirent un léger bruit venant de l'étage, des petits pas hésitants descendant l'escalier. Gabriel apparut à la porte du salon, portant encore les vêtements de la soirée de la veille, mais tenant l'assiette vide dans ses mains. Édouard faillit se lever immédiatement, mais Marine lui fit signe de rester assis. Gabriel s'approcha lentement et posa l'assiette sur la table, basse à côté de la nouvelle carte que Marine dessinait. « Merci pour le sandwich, papa », dit Gabriel d'une voix basse, presque un murmure. « Il était comme je l'aime. » Édouard sentit des larmes se former dans ses yeux. C'étaient les premiers mots que Gabriel prononçait depuis la crise de l'événement. « De rien, mon fils, » répondit Édouard, maîtrisant l'émotion dans sa voix. « En veux-tu un autre ?» Gabriel secoua la tête et s'assit par terre, près de Marine, mais observant son père avec prudence comme un animal sauvage évaluant s'il était sûr de lui faire à nouveau confiance. « Gabriel, dit doucement Marine, ton père veut apprendre certaines choses. Peux-tu lui apprendre ?» Gabriel regarda Édouard pendant un long moment. « Quel genre de choses ?»« Des choses sur toi. Comment tu te sens? Ce que tu aimes. Comment nous pouvons rendre cette maison plus jaune et moins noire ?» Gabriel hocha lentement la tête. « Je peux lui apprendre à faire des bulles ?» Édouard sourit à travers ses larmes. « J'adorerais apprendre à faire des bulles avec toi. » Marine sortit un des nouveaux flacons du sac qu'Édouard avait apporté et le tendit à Gabriel. « Apprends-lui, Gabriel, mais apprends-lui bien depuis le début. » Gabriel se leva et se plaça devant son père. Il y avait une gravité presque formelle dans ses mouvements, comme s'il s'apprêtait à transmettre un savoir sacré. « D'abord, papa, tu ne peux pas être pressé. Les bulles n'aiment pas la précipitation. »« D'accord, pas de précipitation. Ensuite, tu trempes la paille dans le savon, mais pas trop. Si tu la trempes trop, la bulle devient lourde et ne vole pas. » Édouard suivit attentivement les instructions, trempant la paille dans la quantité exacte que Gabriel lui montrait. « Maintenant, tu souffles doucement, très doucement, comme si tu confiais un secret à l'air. » Édouard souffla gentiment, et une petite bulle se forma à l'extrémité de la paille. Elle hésita un instant, tremblant à la surface du plastique, avant de se détacher et de commencer à flotter dans l'air. « J'ai réussi, » murmura Édouard, admiratif. « Maintenant, regarde la volée, » ordonna Gabriel. « N'essaie pas de l'attraper, n'essaie pas de contrôler où elle va. Regarde-la, c'est tout. » Édouard observa la bulle monter et descendre doucement dans la pièce, captant la lumière de la fenêtre et créant de petits arcs-en-ciel à sa surface. Il y avait quelque chose de profondément méditatif dans cet acte simple d'observer quelque chose de beau et de fragile, suivre son propre chemin. « Vous savez ce que ma grand-mère disait sur les bulles ?» demanda Marine, observant la scène. « Quoi ?» demandèrent Édouard et Gabriel simultanément. Elle disait que quand on souffle une bulle, on peut mettre toutes ses peurs à l'intérieur, et quand la bulle éclate, les peurs s'en vont avec elle. Gabriel regarda Édouard, avec intérêt. « Tu as des peurs, papa ?» Édouard réfléchit un instant à la manière de répondre honnêtement à son fils de 8 ans. « Oui, j'en ai. Beaucoup de peurs. »« De quoi ?»« J'ai peur de ne pas être un bon père pour toi. J'ai peur que tu ne m'aimes pas à cause de mes erreurs. J'ai peur de ne pas savoir comment prendre soin de toi comme tu le mérites. » Gabriel traita cette information avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. « Tu peux mettre ces peurs dans une bulle ?»« Je peux ?»« Oui. Je t'aide. » Gabriel souffla une grande et parfaite bulle qui flotta lentement entre eux. « Maintenant, dis à la bulle quelles sont tes peurs. » Tout bas, pour qu'elle seule entende. Édouard se pencha vers la bulle et murmura « J'ai peur d'avoir perdu mon fils pour toujours. » La bulle continua de flotter, comme si elle portait maintenant le poids des mots d'Édouard. Puis, doucement, elle toucha le mur et éclata en silence. « Voilà, » dit Gabriel avec un petit sourire sincère. « La peur est partie. »« Vraiment ? Oui, mais maintenant tu dois le mériter. » Édouard rit à travers ses larmes, réalisant l'extraordinaire sagesse de cette simple phrase. « Comment puis-je le mériter ?» Gabriel s'assit par terre en position de méditation, se préparant clairement à une conversation sérieuse. « Tu arrêtes de prétendre que je suis comme les autres garçons, tu arrêtes d'essayer de me réparer, et tu arrêtes de mentir sur moi à des gens qui n'ont pas d'importance. Tu as raison, j'ai tout fait de travers. »« Pas tout, » corrigea généreusement Gabriel. « Tu as appris à marcher comme un cerf, et tu as appris à faire des sandwichs comme je les aime.
et tu as apporté de nouvelles bulles quand tu as cassé les autres. » Édouard s'agenouilla devant son fils, se mettant à la hauteur des yeux verts qu'il avait appris à vraiment voir. « Gabriel, me pardonnes-tu d'avoir menti, d'avoir brisé ta confiance, d'avoir été un si mauvais père ?» Gabriel considéra la question avec sérieux. « Tu vas le refaire ?»« Plus jamais. Tu promets que quand j'aurai peur, tu n'auras pas honte ?»« De moi ? Je le promets. Je n'aurai plus jamais honte de toi. Je suis fier de toi, mon fils, très fier. » Gabriel sourit, et c'est comme si le soleil était entré dans la pièce. « Alors je te pardonne, mais tu dois continuer à apprendre. J'apprendrai tout ce que tu voudras m'enseigner. » Gabriel s'approcha et pour la première fois depuis le gala, serra son père dans ses bras. C'était un câlin hésitant au début, comme s'il testait s'il était sûr de faire à nouveau confiance à cet homme. Mais quand Édouard répondit à l'étreinte avec toute la délicatesse qu'il avait apprise au cours des dernières semaines, Gabriel se serra contre lui avec toute la force de l'amour d'un enfant. « Je t'aime, papa, même quand tu fais des bêtises. Je t'aime aussi, mon fils, plus que tout au monde. » Marine et Constance observèrent la scène avec des sourires émus, sachant qu'elles assistaient à quelque chose de rare et de précieux, une famille se retrouvant, un père apprenant à parler le langage de l'amour inconditionnel. « Maintenant, » dit Gabriel en se détachant de l'étreinte, « tu dois apprendre à dessiner de vrais hippocampes, et après on fera un aquarium géant par terre dans le salon, et on invitera tous les poissons à une fête. »« Une fête de poissons ?» demanda Édouard en souriant. « Une fête de poissons qui se sentent différents, mais qui sont aimés tels qu'ils sont. » Édouard regarda Marine qui hocha la tête en signe d'approbation. « Je crois que je sais exactement de quel genre de fête de poissons tu parles. » À ce moment-là, Édouard André cessa d'essayer de transformer Gabriel en une version miniature de lui-même et commença à découvrir qui était vraiment Gabriel, un enfant extraordinaire, sensible, intelligent et plein d'amour, qui avait juste besoin d'un père présent pour s'épanouir complètement. Et c'est ainsi que commença la véritable histoire d'amour entre Édouard et Gabriel, non plus basée sur des attentes et des pressions, mais sur l'acceptation totale et le respect mutuel. 6 mois plus tard, l'hôtel Ritz Paris était le témoin d'une scène devenue courante le week-end. Gabriel se promenait dans le hall avec des écouteurs discrets et un petit carnet où il notait ses observations sur l'environnement et les gens. Il était devenu le consultant sensoriel officiel de son père, aidant à identifier les espaces ou les situations qui pourraient être difficiles pour des enfants comme lui. Édouard marchait à côté de son fils, non plus avec les pas pressés de l'homme d'affaires, mais avec la cadence douce qu'il avait appris à adopter. Quand un jeune enfant se mit à pleurer dans le hall, ce fut Édouard qui s'agenouilla discrètement et sortit un flacon de bulles de sa poche, soufflant quelques sphères colorées qui distrayèrent et calmèrent l'enfant. Constance avait été promue directrice des ressources humaines de l'entreprise d'Édouard, où elle mettait en œuvre des programmes d'inclusion et de sensibilité pour les employés neurodivergents. Marine, maintenant âgée de 11 ans, animait des ateliers mensuels pour l'équipe sur la manière de ouvrir des fenêtres et de créer des environnements accueillants pour différents types d'esprits. À l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, le bureau d'Édouard avait été transformé. Les murs noirs avaient été repeints en bleu clair, les téléphones remplacés par des versions silencieuses, et un petit bureau avait été ajouté, où Gabriel pouvait dessiner pendant que son père travaillait. La carte émotionnelle de la maison, désormais refaite, ne montrait que des couleurs chaudes et accueillantes. Chaque mercredi et samedi, Marine rendait encore visite à la famille, mais non plus en tant que thérapeute, mais comme la meilleure amie de Gabriel et la fille de cœur qu'Édouard n'avait jamais su qu'il voulait avoir. Par un après-midi chaud de septembre, alors que Gabriel enseignait à Édouard à dessiner des méduses phosphorescentes sur le sol de la véranda, une nouvelle famille arriva à l'hôtel. Un enfant faisait une crise sensorielle près du comptoir de la réception et ses parents semblaient perdus et désespérés. Édouard et Gabriel échangèrent un regard. « Papa, » dit doucement Gabriel, « je crois que quelqu'un a besoin de bulles. Je crois que tu as raison, mon fils. » Édouard et Gabriel se levèrent, prirent leurs flacons de bulles, car maintenant ils en avaient toujours sur eux, et se dirigèrent vers la famille en difficulté. Non pas pour résoudre ou réparer, mais simplement pour offrir ce qu'ils avaient appris. Que parfois tout ce dont un enfant effrayé a besoin,
c'est de quelqu'un qui s'agenouille à ses côtés, souffle quelques bulles dans l'air et respire lentement avec lui. Car Édouard avait enfin appris que le véritable amour n'essaie pas de changer l'autre. Le véritable amour apprend à parler le langage de l'autre, aussi différent que ce langage puisse être. Et parfois, ce langage est fait de bulles de savon, de dessins sur le sol et de pas doux comme ceux d'un cerf marchant dans la forêt, prenant soin de ne pas effrayer les oiseaux. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage d'Édouard et Gabrielle a profondément touché votre cœur. Si cette histoire a éveillé quelque chose de spécial dans votre âme, si vous avez été ému par la transformation de ce père qui a appris à aimer son fils exactement tel qu'il est, laissez votre j'aime affectueux, abonnez-vous à notre chaîne et partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires comme celle-ci, intenses et vraies, qui révèlent la beauté des liens humains et nous enseignent l'acceptation, la compréhension et l'amour inconditionnel. Nous nous retrouvons au prochain épisode où une nouvelle histoire attend d'embrasser vos cœurs.